et sur les différentes structures psychiques de l'être humain. Peu à peu, la psychologie, avec Henri Wallon, en France, et la psychanalyse, avec Freud, Mélanie Klein, Anna Freud, vont s'intéresser au développement de l'enfant, avec un regard différent de celui de la médecine et du monde éducatif. Un texte qui avait été commandé à Lacan par l'encyclopédie et qui s'intitule « Les complexes familiaux », ça date de 1938, ainsi que les apports de Winnicott et un peu plus tard de Bowlby, puis de Dolto, et enfin de Brazelton, vont enfin éclairer notre compréhension concernant l'importance de l'interrelation enfant-adulte, mais aussi l'importance et les conséquences de nos comportements et de notre façon de faire avec les enfants. Dans la moitié du XXe siècle, en 1969, Bowlby met en évidence l'importance pour le bébé et le jeune enfant de construire du lien avec certaines figures de son environnement. Ce sont ce qu'il appelle les figures d'attachement. Dans le même temps, Winnicott, puis Dolto, vont nous montrer à quel point la sphère familiale va être importante pour le développement psychique et neurologique de l'enfant. Ils vont également, suivis par Brazelton, repositionner le bébé et le jeune enfant au sein de la communauté familiale et sociale. Ce sera le succès du livre et des émissions télévisées « Le bébé est une personne ». Ce sera en 1978, sous l'impulsion de Simone Veil, alors ministre de la Santé, l'opération Pouponnière, dont le but principal sera d'éradiquer toutes les causes de carence dans les pouponnières. Et il y avait de quoi faire à l'époque. Il y a encore à faire. Cette initiative permettra également de commencer à mettre en évidence certains comportements plus ou moins maltraitants pour les jeunes enfants, comportements et façons de faire que l'on désignera un peu plus tard sous l'appellation de douce violence. Toutes ces découvertes, tant chez l'adulte que chez l'enfant, vont nous amener à nous interroger sur le travail à entreprendre, sur le lien à mettre en place entre l'enfant, les parents et les soignants et intervenants éducatifs et sociaux, afin que l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur toute autre considération, et en particulier sur le sacro-saint lien du sang qui permettait aux parents tous les abus dans leurs relations avec leurs enfants. Abus de pouvoir, maltraitance psychique ou physique, et parfois sexuelle. C'est aussi l'évolution de la société et de la notion de famille qui vont nous obliger à repenser les liens de parenté. Famille, liens de parenté, parents, être parent, qu'est-ce que tout ça signifie? On va essayer de revenir un petit peu en arrière et on va repartir de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la famille nucléaire, c'était un couple, marié ou non, avec enfants ou non, ce couple de plus pouvant être hétérosexuel ou homosexuel. Être parent, être dans un processus de parenté, sous-entendait le fait qu'un lien était établi entre deux familles par un représentant de la famille du garçon. En effet, le nom donné à la progéniture serait, excepté en Égypte, où femmes et hommes avaient les mêmes droits, le nom du père. Il y a donc établissement d'un lien par alliance ou par consanguinité. Un parent serait donc celui qui a engendré, qui peut engendrer ou qui s'apprête à engendrer. Claude Lévi-Strauss explique tout cela très bien dans un livre intitulé « Les structures élémentaires de la parenté ». C'est un livre qui est paru en 1945, c'est pas tout neuf.
et qu'il reprécisera en 1973 dans un autre ouvrage intitulé Anthropologie structurale. Il nous y explique que partout dans le monde, même si ça prend parfois des apparences un peu différentes, ce lien nécessaire va former la structure élémentaire de la parenté. Cette structure élémentaire va se retrouver également dans les populations en apparence peu développées, comme en Mélanésie. C'est le sujet d'un livre, d'un travail de Malinowski, qui s'appelle « La vie sexuelle des sauvages du nord-ouest de la Mélanésie ». C'est les peuples tobriandais. Il est toutefois bon de préciser que si la famille, et donc les rapports de parenté et les groupes sociaux qu'ils engendrent, jouent un grand rôle dans beaucoup de sociétés, elle n'est en aucun cas le fondement de ces sociétés. C'est-à-dire que la famille n'est pas le fondement d'une société, contrairement à ce qui peut être véhiculé de temps à autre. En effet, les rapports de parenté, partout, sont subordonnés à des rapports sociaux de nature politico-religieux. Et ce sont ces rapports sociaux de nature politico-religieux qui vont établir et légitimer la souveraineté des groupes qui composent une société sur un territoire. C'est quelque chose qui est très bien expliqué au Nouveau Musée de l'Homme. C'est un travail qui avait été fait par Maurice Godelier, un anthropologue du Musée de l'Homme. Le lien de consanguinité est un lien qui, bien que peu sûr autrefois, va permettre tous les abus. Ce lien va permettre à la monarchie et à la noblesse de justifier, de légitimer leur pouvoir. Ce lien va permettre à certains parents d'entraver le travail des services sociaux et de la justice en cas de carence éducative ou de maltraitance. Ce lien, dont je disais qu'il était peu sûr autrefois, était identifié essentiellement par la reconnaissance interpersonnelle, le faciès. On dirait aujourd'hui le délit de faciès. C'est-à-dire fondé sur la perception des visages et des lieux d'habitation. En effet, bien que les autorités religieuses aient tenté de répertorier les baptêmes et enterrements, devenant les précurseurs de l'état civil, grâce à ces registres paroissiaux, il faudra attendre François Ier et l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 pour que la tenue de registre de baptême devienne obligatoire. Mais la monarchie, ne reconnaissant pas la religion protestante jusqu'à l'édit de Nantes, il n'y aura pas d'acte légal pour les enfants qui seront considérés comme illégitimes et ne pouvant donc pas hériter de leurs parents. Ceci sera appliqué également aux non-croyants, aux athées et aux juifs. On pourrait rajouter aux homosexuels. Il faudra attendre la Révolution française pour que cette tâche soit retirée à l'Église et confiée à l'État. C'est le début des registres d'état civil où seront notés la naissance, le mariage et le décès. Par ailleurs, il est à noter que tant pour la mère que pour le père, on dit qu'elle ou elle est le parent de tel ou tel enfant. Une parente, ça n'est pas la mère, c'est une nièce, une tante ou toute autre personne rattachée à la famille. Cela vient peut-être du fait que dans le Code civil, ce qu'on appelle plus banalement le Code Napoléon, en 1804, l'épouse était mise au même rang que les enfants. Elle était mineure, considérée comme mineure, et n'avait donc pas le droit de prendre par elle-même des décisions la concernant, mais encore moins des décisions concernant ses enfants. L'épouse, la mère, était subordonnée au chef de famille. Malgré une évolution progressive de son statut et de ses droits, l'épouse devra attendre
1970 pour que la notion de subordination disparaisse totalement et que l'autorité parentale remplace la puissance paternelle. Dorénavant, les deux époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Aujourd'hui, cette autorité parentale conjointe, c'est l'ensemble des droits et des devoirs que tout parent a à l'égard de ses enfants mineurs, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans. Cette autorité, bien que semblant naturelle au nom des liens du sang, des liens biologiques, excepté en fait pour l'adoption, c'est au nom de la loi que le lien est établi, mais je rappellerai aussi que dans notre pays, quand un enfant voit le jour à la maternité, son nom doit être, sa nomination doit être entérinée aussi par la loi, puisqu'il y a un officier d'état civil qui passe dans les maternités et puis qui recueille, qui va enregistrer au nom de la loi. Cette autorité peut être suspendue pour l'un ou pour les deux parents par un juge, par l'État, pour manquement grave à leur devoir de protection et d'éducation de leur enfant. Cette évolution de la loi n'est que le reflet de l'évolution de la société et des mœurs. Depuis 1970, en effet, on va assister à des bouleversements encore plus profonds, bouleversements qui vont nous obliger à nous éloigner du terme de parenté pour glisser progressivement vers le terme de parentalité. Car tout se complexifie, que ce soit au niveau de notre conception traditionnelle de la famille, que ce soit au niveau de la loi, ou en ce qui concerne la prise en charge des enfants en souffrance. En ce qui concerne la famille traditionnelle, nous allons voir apparaître des couples non mariés avec enfants, des familles monoparentales, soit par choix, soit à la suite de séparation, des familles décomposées, puis des familles recomposées, avec des beaux-pères, avec des belles-mères, des frères et sœurs âgés imposés, moitié de sœurs, moitié de frères, des couples homosexuels avec enfants, mais également un retour vertigineux au début de la chrétienté, avec enfin la possibilité de faire des enfants sans relation sexuelle. C'est pas mal ça. C'est miraculeux. Ça donne le sentiment que la libération des femmes et leurs légitimes revendications, ça c'est pour les féministes, un petit peu de pommade, non ? Ça donne le sentiment que la libération des femmes et leurs légitimes revendications ont fait souffler un vent de liberté sur nos institutions poussiéreuses. La loi, comme toujours, va s'adapter peu à peu à ces transformations de notre société, ingérant et encadrant ces nouvelles formes de parenté. En ce qui concerne les enfants, la parentalité va prendre en compte l'histoire et la place des parents, la place de l'enfant, les liens avec les institutions éducatives et sociales. Ça peut être les crèches, les écoles, les services sociaux, etc. Sans oublier qu'il sera fait de plus en plus souvent référence à la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais si toutes ces années et ces évolutions nous ont permis de savoir l'importance dans le développement psychique de l'enfant des soins éducatifs et affectifs, en est-il de même pour tous les parents? En est-il de même pour tous les intervenants éducatifs et sociaux qui vont constituer l'environnement immédiat de l'enfant? Leur donne-t-on les moyens et les possibilités de mettre en application ces connaissances? Sait-on si, dans certaines situations, il faut maintenir à tout prix le lien entre enfants et parents? Connaît-on les conséquences que la rupture de ce lien entre l'enfant et ses parents va provoquer dans le développement psychique de l'enfant? Faut-il maintenir le lien avec un parent très dépressif,
avec un parent schizophrène, avec un parent violent psychiquement, avec un maltraitant physiquement, ou avec un père ou une mère incestueux, ou avec un parent en prison. Voilà pour la première partie. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'on passe à la seconde et on voit à la fin? Alors je continue. Je vais vous exposer maintenant trois situations cliniques, trois cas cliniques. Premièrement, l'histoire d'Anna. Anna est une petite fille de 5 ans lorsque je la reçois pour la première fois. Ses 2 parents l'accompagnent. Anna est un peu agitée. Sa mère lui demande de se calmer, tandis que son père ne dit rien et semble absent. La mère m'explique qu'elle a pris rendez-vous à cause de l'insistance de l'institutrice, qui est inquiète pour Anna. La maman d'Anna m'explique qu'elle en a marre d'avoir tout le monde sur le dos et qu'elle a failli en venir aux mains avec l'institutrice. Que ça recommence toujours, qu'on ne lui fiche jamais la paix. Anna est montée sur les genoux de son père, qui ne dit toujours rien. La mère dit: « Vous voyez comme ils sont mignons. Moi, mon père ne m'a jamais pris sur ses genoux. Il était artisan, il n'était jamais là. C'est pour ça que j'avais toujours ma mère sur le dos. Et ça recommence. » Je lui demande ce qui inquiète la maîtresse de sa fille. Elle me répond que c'est son comportement, qu'elle est toujours agitée, et que quand elle est plus calme, elle semble totalement absente. Elle me dit également qu'Anna n'a pas beaucoup de copines, qu'elle les perd toujours, car elle veut commander et ne veut pas jouer au jeu des autres. Lors des entretiens suivants, j'apprendrai que la mère d'Anna a décompensé à la suite de l'accouchement, entraînant une hospitalisation en psychiatrie. Elle me dira que ce n'était pas la première fois que sa propre mère l'avait fait hospitaliser quand elle avait 17 ans. C'est pas bon signe. Anna, quant à elle, ne va pas bien du tout. Elle est toujours autant agitée ou absente à l'école et semble au bord de l'épuisement. Elle me dit faire beaucoup de cauchemars qui la réveillent en sursaut. Dans ces cauchemars, elle voit sa mère allongée sur un lit, morte. Son père est à côté du lit, mais ne dit rien et ne fait rien. Il semble qu'Anna vive avec des parents qui ne sont absolument pas sécurisants pour elle. Les grands-parents maternels viennent souvent à la rescousse, mais la mère d'Anna se sent vite persécutée par leur présence. Et ça se termine très souvent en drame, dans des disputes violentes, en présence d'Anna. Dans ses dessins, Anna représente sa mère 2 fois, côte à côte. Il y a un personnage debout et souriant, et un personnage allongé sur un lit. Son père n'est pas dessiné, elle non plus. Pour son père, elle dit qu'il est à son travail. Pour elle, elle dit qu'elle a oublié. La séance qui suivra est houleuse. La mère d'Anna semble furieuse. Sur un ton très agressif, elle me dit « Ça recommence, j'en ai marre ». Je lui demande ce qui se passe et elle me rétorque que l'école a fait un signalement et qu'une assistante sociale est venue chez elle. Heureusement, me dit-elle, elle a pu voir que tout allait bien, que ma maison était bien rangée. Je lui ai même offert un café. Et Anna, était-elle présente ce jour-là? Oui, elle lisait des livres dans son fauteuil. Et que vous a dit la dame? Elle m'a dit qu'elle reviendrait car elle n'a pas vu le père d'Anna. Il n'était pas là? Non, il était fatigué après son travail, il se reposait dans notre chambre. D'autres visites suivront, durant lesquelles il sera constaté que la maman d'Anna pouvait être très volubile et dynamique, et parfois
très apathique et éteinte. Lorsque nous en reparlerons en présence d'Anna, elle me dit que quand elle était au lycée, un médecin avait dit qu'elle était maniaco-dépressive. Il n'était pas bien celui-là, ajoute-t-elle. On lui avait donné un traitement médicamenteux, mais elle ne le prenait pas car ça la rendait malade. Elle est retournée au lycée, mais avec beaucoup de difficultés et en ayant très peur du regard des autres. Il me regardait comme si j'étais folle, dit-elle. Elle aura son bac facilement, puis réussira 2 ans après un BTS de gestion. Pour gérer peut-être sa dépression, sa psychose. Lors de vacances d'été avec ses parents, dans un hôtel-club, elle rencontrera celui qui deviendra son mari et le père d'Anna. On s'est rencontrés parce qu'il était seul comme moi et qu'il était doux. C'est madame qui va maintenir le lien et faire en sorte qu'ils puissent se revoir. Les 2 familles semblent être heureuses que leurs enfants aient enfin une vie normale, entre guillemets. Ça ne sera malheureusement pas de tout repos pour les 2 familles, bien que leurs enfants respectifs aient tous les 2 un emploi. Madame est gestionnaire dans un établissement pour enfants. Quant à monsieur, il est employé de banque. Il a d'abord été caissier, puis il gravit les échelons. Lorsqu'on demande au père d'Anna pourquoi il ne s'occupe pas de sa fille, il répond qu'il ne sait pas faire. Son propre père était commerçant et était rarement présent. C'était sa femme qui s'occupait des enfants. Le souvenir qu'il avait de son père était qu'il le voyait compter les billets de banque le soir sur la table de la cuisine. Anna, continuant à avoir des difficultés comportementales et d'apprentissage à l'école, il sera proposé aux parents différents intervenants. Dans un premier temps, la mère d'Anna va accepter et les différents services venant étayer cette famille vont avoir une image positive de celle-ci. Cependant, la mère d'Anna va décompenser à nouveau, puis se mettre à boire durant une phase dépressive. Cela va à nouveau entraîner des rapports très violents avec les services éducatifs et sociaux qui ne comprendront pas d'être traités ainsi. Anna continue, elle, à observer et à pleurer. Elle ne parvient pas toute seule à avoir une représentation psychique de la situation. Elle a, comme elle le dessine si bien, un papa qui n'est pas là pour elle, et une maman qui est tantôt active, trop active, tantôt morte. Elle a beau utiliser toute son énergie à aider sa maman, elle ne parvient pas à la guérir. Cette situation nous montre à quel point il est difficile de travailler lorsqu'un ou les 2 parents ont des pathologies psychiatriques lourdes. Dans ce cas, la maman présente une psychose maniaco-dépressive. On dirait aujourd'hui gentiment une bipolarité. Et le papa, lui, est schizophrène. Ça aide. Anna, dans ses dessins et son comportement à l'école, nous montre ce qu'elle vit tous les jours et appelle à l'aide. Et ça rate dans ce qui est mis en place, car personne ne comprend. On va entendre des réflexions comme « quand même, il pourrait faire des efforts ». Elle pourrait au moins arriver à l'heure, la mère. Dans des situations aussi complexes, on passe à côté de tout ce qui peut se jouer ou se mettre en scène de la part des différents protagonistes. Le père va rejouer ce qu'il pense ne pas avoir eu, de son propre père, qui comptait les billets au lieu de jouer avec lui, mais aussi de sa mère, qui ne s'occupait que de sa sœur. La mère aussi va être dans cette remise en scène de ce qu'elle pense n'avoir pas eu. Quand elle fait la réflexion, vous voyez comme ils sont mignons. En parlant d'Anna sur les genoux de son père, on peut penser qu'effectivement il s'agit d'une projection de ce que l'aurait espéré recevoir de la part de son père.
la question s'est posée à plusieurs reprises quant à l'idée d'un placement pour Anna. Il est vrai qu'Anna ne vit pas dans un climat de sécurité psychique et affective en raison de la grande désorganisation psychique de ses parents. Mais on peut aussi se poser la question pour un enfant de la possibilité d'élaborer une séparation en raison de la culpabilité à ne pas parvenir à les guérir, puis à les laisser en plan. Dans cette situation, l'accompagnement à la parentalité, c'est tenir compte de la souffrance et de la solitude d'Anna, mais aussi de l'histoire de chacun des parents, en lien avec les grands-parents, et de tenter de percevoir ce qui peut se rejouer à l'insu de toutes et de tous. Sans cela, les seules interventions dans la réalité sont très vite confrontées à leurs limites. Ça suppose effectivement que tout le monde travaille ensemble. La deuxième situation clinique que... Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie, allez-y. Petite question. Je vous en... Moi, je comprends pas. N'est-ce pas tant que l'enfant a pas le corps, ça a tout à manger. Et puis à toi sur la tête, c'est plus important, non? Effectivement, et on peut penser que pendant longtemps, les services sociaux en France travaillaient à colmater les brèches présentées par les parents, et plus dans la réalité que sur le plan psychique. C'est-à-dire que dans la mesure où l'enfant allait à l'école, qu'il était propre, etc., qu'il avait un toit, un papa et une maman, on encadrait tout ça et puis vogue la galère. Bon, aujourd'hui, avec cette situation, on voit que la petite fille, malgré tout cet étayage dans la réalité, elle est toujours détruite psychiquement. Mais alors, moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut alors? Oh, ben, les gens ont toujours bien mangé, tout est parfait. On verra ça à la fin, Ah, d'accord. Ah, ben, d'accord. dans la troisième partie. Ah, bon. Ah, ben, j'y compte bien, monsieur. Soyez patient. La deuxième situation clinique que je vais vous évoquer, c'est l'histoire d'une jeune fille que j'ai prénommée DS. Les parents de DS vivent dans une cité dite à risque, dans la banlieue parisienne. DS est le 5e enfant du couple. Elle en est la première et seule fille. Oui, vous aviez une suggestion à faire. Elle en est la première et seule fille. Le père ne travaille plus depuis très longtemps et bénéficie d'une allocation handicapée. Il travaillait dans le bâtiment. Le père est plus souvent au café avec ses amis qu'avec ses enfants. Malgré ses origines maghrébines et les préceptes de sa religion, il s'alcoolise très fréquemment. Les disputes parentales sont quasi quotidiennes et les enfants fuient depuis longtemps le logement familial, vivant dans la rue et les immeubles de la cité. DS, c'est la mère qui a choisi ce prénom pour remercier le ciel de lui avoir enfin donné une fille. DS, donc, est très vite repérée à l'école, ses frères ayant déjà inquiété les enseignants par leur allure négligée et la difficulté à rencontrer les parents. DS suivra néanmoins une scolarité primaire satisfaisante. Son entrée au collège se fera, tout du moins la première année, sans histoire. Et dès la 5e, les professeurs notent un manque d'investissement pour le travail et un manque de concentration. Elle bavarde de plus en plus et commence à répondre aux professeurs. On se demande pourquoi. Peut-être que c'est la puberté qui fait ça. Malgré les sanctions et les convocations auxquelles les parents ne répondent pas, DS va être maintenue au collège jusqu'à la 4e. À partir de cette rentrée en 4e, DS va devenir totalement ingérable. Elle est sans cesse absente du collège
et beaucoup plus souvent dans la rue avec des garçons plus âgés qu'elle. Fille échange souvent de petits amis. Elle rentre chez ses parents de temps à autre. Et ses parents continuent à se disputer violemment, le père faisant souvent référence à la tradition de son continent d'origine en ce qui concerne l'éducation. À 13 ans, DS mène sa vie de garçon en garçon, de pétard en pétard et de canette de bière en canette de bière. Sa mère est très inquiète et la couvre de baisers tout en la touchant partout sur le corps lorsqu'elle se retrouve. Son père, quant à lui, ne supporte pas que ses enfants n'aient aucun respect pour la tradition. Dès que l'un d'eux est présent, il se met en colère, ce qui empêche toute possibilité de maintien d'un lien. Lorsqu'il aperçoit DS enlacée par sa mère, il l'insulte et la chasse. DS se trouve donc entre une mère qui la dévore et un père qui la renie. À 13 ans et demi, DS se rend compte qu'elle est enceinte et, accompagnée par une amie plus âgée, se rend dans un centre de planification. Mais elle vient consulter beaucoup trop tard et assez rapidement décide de garder cette grossesse. Elle dit déjà « mon enfant ». Elle vient en informer sa mère qui lui dit « mais tu te rends compte de ce que va dire ton père ?» Elle l'étreint une fois de plus en la couvrant de baisers puis lui dit « tu peux pas rester là, prends tes affaires et va-t'en ». DS se retrouve donc à la rue, mais va être prise en charge par des intervenants sociaux et sera admise dans un foyer pour adolescentes. Ses parents refuseront d'avoir tout contact avec elle. Ils ne répondront pas à ses messages téléphoniques et les intervenants sociaux se heurteront à leur enfermement justifié, soutiendront-ils par la tradition. Les mois passeront, toujours douloureusement pour DS, qui continuera à montrer beaucoup de difficultés à supporter la frustration. Puis à 14 ans et demi, elle mettra au monde une petite fille, métisse, qu'elle prénommera Inaya. C'est le retour à la tradition. Inaya étant un prénom venant d'Afrique du Nord et qui signifie sollicitude, soin, mais aussi séduction. La lune de miel entre DS et Inaya ne va pas durer bien longtemps. DS ne supporte pas que sa fille pleure la nuit, l'empêchant de dormir, et qu'elle pleure aussi au milieu de ses séries télévisées. Elle va commencer à être grossière et violente verbalement avec elle. Dans le même temps, elle va la prendre contre elle et la dévorer de baisers, en particulier sur la bouche. Lorsqu'on lui fait remarquer à quel point elle peut être violente verbalement, et qu'on lui explique que le baiser sur la bouche, c'est pour les amoureux, elle rétorque que sa fille, elle l'aime justement, et que c'est sa fille, et que donc elle fait ce qu'elle veut. Inaya va grandir sous la vigilance des personnes du foyer, mais DS va de plus en plus l'abandonner, soit pour communiquer avec son téléphone portable, soit pour aller fumer une cigarette. Inaya a beau pleurer, elle ne lui répond pas, ou bien de façon méchante, si ce n'est perverse. Elle donne l'impression que ça lui procure du plaisir de voir sa fille pleurer et tendre en vain les bras. Lorsqu'Inaya va commencer à marcher, sa mère va devenir violente physiquement avec elle. DS ne supporte pas qu'Inaya ne lui obéisse pas au doigt et à l'œil, qu'elle commence à lui échapper physiquement. Elle l'attrape brutalement par un bras et la soulève pour lui hurler d'obéir en plein visage. C'est un peu comme si tantôt elle la couvre de baisers sur la bouche, tantôt elle la couvre de crachats. À toutes les interventions des éducatrices, elle répond « c'est ma fille, je fais ce que je veux ». C'est la tradition de son père. C'est à ça que ça ressemble, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la même phrase qui revient. C'est-à-dire
déesse va dire « c'est ma fille, je fais ce que je veux », tandis que le père, lui, va justifier son comportement en disant « c'est la tradition ». Lorsqu'on tente de lui faire du lien entre son comportement et son histoire avec ses propres parents, elle envoie tout le monde promener. Un soir, elle est surprise en train de fumer du cannabis dans sa chambre, sa fille étant présente avec elle. Le lendemain, déesse est convoquée par l'équipe éducative pour une mise au point. Déesse finit par dire qu'elle n'y arrive pas, qu'elle n'y comprend rien. C'est ma fille, je l'aime, mais je ne sais pas ce que vous attendez de moi. On retrouve chez déesse le sentiment de profonde solitude et le désespoir de son père. Père qui fait sans cesse référence, appel, pourrait-on dire, à la tradition. Cette tradition qui n'est plus efficiente et à laquelle on s'arc-boute quand il est trop tard, quand ça n'a plus de sens. Le père de déesse est perdu. En s'exilant, il perd les repères de fonctionnement qu'il avait en Afrique du Nord. On lui demande d'assumer tout seul l'autorité du chef de famille, alors qu'il était habitué à déléguer cette autorité au groupe des grands-pères, ce qui est la coutume. L'exil de la famille de déesse a provoqué des déchirures, des ruptures dans le continuum de la tradition. Ces déchirures, ces souffrances, entraînées par les ruptures, on les retrouve chez chaque membre de la famille. Pour résumer, le père va se mettre à boire de l'alcool, hurlant après tout le monde, comme s'il invoquait la tradition à tue-tête. La mère, elle, dans sa relation très particulière avec déesse, avec sa fille, tente de résoudre, tente de donner une représentation psychique à son exil. Je t'aime, je te quitte. J'adore mon pays, ma patrie, mais je le quitte. Je mets une longue distance entre lui et moi. Leurs fils, quant à eux, se perdent ailleurs. Déesse, elle, va être en quelque sorte celle qui va devoir tout porter, à son insu, tout en se réclamant de la tradition, de sa culture, dont elle dit être fière. Elle va mettre en scène tout le mal-être de la famille. Et elle va faire de sa fille une bobine du jeu du Forda, de Freud. C'est-à-dire qu'elle aussi va mettre en scène la séparation, l'éloignement. Le jeu du Forda, vous savez ce que c'est l'enfant qui est dans un cadre cité par Freud, il s'agit d'un de ses petits-fils. L'enfant, pour supporter la séparation avec sa mère, pour apprendre la séparation, avait une bobine attachée à une fil. Il lançait la bobine au loin, en tenant la ficelle, en disant forte, partie, et puis il tirait la bobine à lui, il la reprenait dans les mains, da, revenu, parti, revenu. C'est ça le jeu du Forda. Et c'est un peu ce que déesse met en scène avec sa fille, c'est-à-dire quand elle l'attrape, qu'elle la rejette constamment. Elle va faire donc de sa fille un objet de réassurance, parti, revenu. En dévorant Inaya, elle tente de l'ingérer, de la faire revenir dans son ventre pour ne plus se sentir vide, pour se sentir pleine au sens de la plénitude, comme un bébé repu, rassuré. La tradition, la culture sont souvent présentées comme des cartes de visite qui permettent de ne pas chercher trop d'explications. Cette situation nous montre donc qu'il faut aussi prendre en compte les ruptures que l'exil a provoquées et la difficulté pour cette famille à se restructurer dans ce nouveau monde. La troisième situation clinique que je vais vous présenter, je l'ai déjà présentée en partie, parce que ça a évolué depuis, en novembre 2011, lors d'un colloque du Relais Enfants-Parents de Haute-Normandie, le REPHN. C'était pour fêter les 20 ans de cette association, qui fait un travail formidable. Un travail de maintien des liens entre les enfants
et les parents incarcérés. Le colloque s'intitulait « Papa n'est plus là, et moi je deviens quoi? Faut-il maintenir le lien à tout prix ?» Et je les remercie d'être aujourd'hui présents avec nous dans la salle. C'est donc l'histoire d'un jeune garçon que j'ai suivi durant plusieurs années par séquence. Il s'agit de Robin, qui a aujourd'hui 19 ans, 20 ans même. Robin que j'ai commencé à recevoir lorsqu'il avait une dizaine d'années. Il avait été placé dans une famille d'accueil par ordonnance du juge pour enfants à l'âge de 18 mois, sa mère ayant été incarcérée pour meurtre. Robin a un frère plus âgé de 4 ans qui était déjà placé dans une autre famille pour absence de préoccupation maternelle et maltraitance physique. On lui a dit que sa mère avait des gestes brusques et était un peu brutale avec son frère. Peu de temps après son placement, le lien avec sa mère est maintenu par la mise en place de visites dans le lieu d'incarcération de celle-ci. Lors des visites, Robin est accompagné d'une éducatrice. Ces visites ont lieu à peu près une fois par mois, puis une fois par trimestre à la suite de l'éloignement du lieu d'incarcération de la mère. Les années passent et Robin grandit. Lors des visites, sa mère lui promet toujours monts et merveilles. « Tu verras, quand je serai libéré, nous habiterons ensemble et je t'achèterai tout ce que tu veux. » De visite en visite, Robin s'aventure à poser des questions à sa mère. Lorsqu'il lui demande où et qui est son père, elle lui répond qu'elle n'en sait rien. À l'âge de 12 ans, Robin demande à rencontrer son frère qu'il n'a jamais connu. Cette rencontre s'organise peu à peu et finit par avoir lieu. Lors de celle-ci, Robin apprend par son frère qu'il a été torturé par sa mère durant les années passées avec elle. Pendaison par les pieds, tête immergée dans l'eau jusqu'à suffoquer, étouffement avec un oreiller, etc. Toutes ces tortures ne laissant pas d'autres traces que psychiques. À la suite de cette rencontre, Robin refusera de revoir sa mère au parloir de la prison. Lors d'une séance, il me dira tout bouleversé: « Tu te rends compte? Ça se fait pas. On ne fait pas ça à son enfant. » Les visites seront suspendues, la raison officielle étant la pénibilité pour Robin en raison de la longueur des trajets. Sa mère finit par être libérée et revient vivre chez elle. Elle demande à revoir son fils et Robin se voit contraint à lui rendre visite une fois par mois, accompagné par une travailleuse familiale. Avant et après chaque visite, Robin signifie qu'il ne veut plus voir sa mère, qu'elle ne l'aime pas, et lui non plus. Il faut dire que la communication entre Robin et sa mère semble très difficile à établir, malgré les efforts de la travailleuse familiale. Lors d'un certain nombre de visites, aucune travailleuse familiale ne pouvant rester le temps de la visite, Robin se retrouvera seul avec sa mère, qu'il mettra rapidement à la porte. Il arrivera même qu'elle n'ouvre pas la porte lors de certaines visites. Robin n'a de cesse de clamer que sa famille, c'est celle de son assistante maternelle. En effet, Robin en connaît tous les membres, il passe toutes les fêtes et toutes les vacances depuis l'âge de 18 mois. Ces figures et ces liens d'attachement se sont construits avec cette véritable famille d'adoption. Chaque visite chez sa mère le renvoie aux carences des 18 premiers mois de sa vie et à l'horreur des sévices que son frère a subis. On peut également penser que les visites de parloir ont permis à sa mère de maintenir un lien pervers avec Robin, lien qui a contribué à lui faire supporter plus facilement la détention. De l'histoire de la mère, on ne connaît rien, et de l'histoire du père, encore moins. Les visites vont finir par être suspendues, et Robin ne reverra pas sa mère. Il va préparer un CAP vente et fera son apprentissage chez un marchand de journaux,
s'occupant ainsi de diffuser informations et faits divers. Il reviendra me voir juste un peu avant sa majorité. Il a fugué de chez sa famille d'accueil après une dispute violente d'adolescent. Il me dira, elle ne pouvait pas comprendre que j'ai grandi et que j'ai besoin qu'on me prenne comme je suis. Il me dira qu'il a une relation amoureuse homosexuelle, mais qu'il n'ose pas en parler à Tata, de peur de la décevoir. Et que c'est pour ça qu'il y avait de plus en plus de malentendus et d'agressivité dans leur relation. Il fera la rencontre d'un couple homosexuel qui l'aidera un temps et sera prêt, avec son accord, à l'adopter, mais finira avant que ça ne puisse se réaliser et partira vivre avec son amoureux en disant « Je veux que ce soit moi qui décide qui j'ai envie d'aimer ». Effectivement, jusqu'alors, même si ça a fonctionné tant bien que mal, en apparence, on lui a plus ou moins imposé des objets d'amour avec qui ça a pu fonctionner. On s'est surtout attaché aux apparences, à la réalité des ruptures de liens que l'on a tenté de colmater au mieux. Dans l'histoire de Robin, on est frappé par la discontinuité dans la qualité des relations entre Robin et sa mère. On est frappé par la discontinuité dans la composition du couple parental, mère, pas de père, assistante maternelle. On assiste à une grande imprévisibilité du comportement des mères, quand ce n'est pas tout simplement incohérent. Dans cette histoire, comment savoir si une rupture dans la réalité va être source de traumatisme ou pas, ou si, au contraire, elle sera structurante. Pourtant, Robin nous met sur la piste en refusant de continuer à voir sa mère en prison, puis chez elle, puis en fuguant de chez sa famille d'accueil, puis de chez le couple adoptant. Même dans les meilleures conditions possibles pour un enfant, celui-ci est amené à subir des discontinuités de séparation physique, des qualités changeantes dans la disponibilité de ses parents ou des adultes en général. Ce qui est important, ce n'est donc pas les discontinuités dans la réalité, mais plutôt les discontinuités dans la réalité psychique de l'enfant. En effet, on peut observer chez les nourrissons, on peut l'observer, oui, cette discontinuité chez les nourrissons, et l'enfant lui-même va provoquer des discontinuités dans la relation en se mettant légèrement en retrait avant de rétablir le lien. Et c'est ce qu'on voit chez les bébés qui font des risettes, qui sont un petit peu excités, tout d'un coup ils ferment les yeux, ils se mettent sur le côté, et ils tournent la tête sur le côté. Et puis après ils réouvrent les yeux et puis ils continuent la relation. On sait que dans la réalité intérieure de l'enfant, dans sa réalité psychique, il est important d'éliminer toute discontinuité qui est toujours source de souffrance. Ce qui est important, c'est de s'interroger sur la signification que prennent pour l'enfant et pour son entourage ces discontinuités observées. L'enfant a-t-il alors la capacité à transformer ces ruptures, ces discontinuités, en une trame continue à l'intérieur de lui-même? C'est ce que Winnicott appelle le sentiment continu d'exister. La question est donc comment éviter à l'enfant des ruptures qu'il ne peut pas élaborer seul, et comment l'aider à élaborer les ruptures qu'il a déjà connues. L'exposé de ces trois situations cliniques va nous permettre de mieux définir la parentalité et la place importante de l'enfant, mais aussi des parents et des différents intervenants auprès de l'enfant. Ces situations nous montrent à quel point le monde adulte peut être imprévisible. Imprévisibles les parents qui, bien que profondément attachés à leurs enfants, sont dans l'impossibilité de construire un projet familial.
ou de le mettre en œuvre. Des parents dont l'humeur peut être très changeante, ainsi que leur disponibilité psychique. Des parents dont l'histoire va venir se heurter à l'histoire présente, les rendant incapables d'avoir une conduite éducative cohérente. Des parents dont les troubles psychiques vont briser le continuum nécessaire au sentiment de sécurité de l'enfant. Sans oublier de multiples facteurs de vulnérabilité. Les facteurs économiques, endettement, surendettement. Les facteurs sociaux, chômage, isolement. Ou les facteurs physiques, maladie, handicap. Alors, dans certains cas, les réaménagements psychiques permettant de construire la parentalité ne vont pas pouvoir se faire ou vont être brutalement interrompus. Imprévisibles également les adultes qui vont intervenir auprès de l'enfant et qui, à leur insu, vont reproduire le morcellement, la discontinuité de la prise en charge de l'enfant, en omettant de construire du lien. L'absence de communication entre ces différents auxiliaires de la parentalité va alors être un chemin jonché de trous, empêchant l'enfant de construire une continuité psychique. Ce fameux sentiment continu d'exister de Winnicott. De plus, comme les parents, nous ne sommes pas à l'abri des projections, des sentiments d'amour et de haine. Alors, quand nous nous trouverons en difficulté, nous dirons « c'est le service de machin qui fait n'importe quoi. On passe du temps à construire quelque chose de solide et eux, ils démolissent tout. Quant aux autres, comme d'habitude, ils ne font rien. » Si l'on veut être dans une dynamique d'aide, de soutien à la parentalité, il est donc nécessaire de faire du lien, de se parler, de se mettre d'accord, comme doit pouvoir le faire le couple parental. On perçoit donc que la parentalité est quelque chose de très vaste, quelque chose dont la parenté fait partie. La parentalité, c'est à la fois un état, un peu comme le repli narcissique de la jeune femme enceinte, un repli qui, sur elle-même, avec un état un petit peu régressif, qui va lui permettre de faire le deuil de son état de jeune fille pour passer à celui de jeune mère, et de pouvoir donc psychiquement protéger son enfant à venir. C'est aussi un ensemble de comportements et d'actes. On pourrait dire que la parentalité, c'est l'ensemble des réaménagements psychiques et affectifs qui vont permettre à des adultes de devenir parents ou de soutenir la parentalité chez les parents. Car ces adultes, futurs parents, vont devoir s'adapter régulièrement aux besoins de l'enfant. Et ces besoins vont être très changeants. Ces besoins de l'enfant, en résumant, vont se manifester à 3 niveaux. Le corps, ça va être les soins corporels, le nourrissage, le portage, et plus tard l'attention portée à l'hygiène ou à la tenue vestimentaire des adolescents. Ça va être la vie affective, avec la construction du lien avec le bébé, et toute la préoccupation, l'attention pour le bébé, et plus tard, les liens affectifs des adolescents. Et troisièmement, la vie psychique, l'enveloppe protectrice, contenante, y compris au moment de la dépression adolescente. Le fait de pouvoir donner à l'enfant un sentiment de sécurité et aussi tout ce qui va être de l'ordre de la stimulation. La parentalité, ça va donc être un processus actif. Et ce processus, il va commencer dès que va apparaître le désir d'enfant, le désir de se projeter dans la vie, non plus seulement avec son amoureuse ou son amoureux, mais aussi avec un enfant ou des enfants. Le désir donc d'avoir des enfants que nous accompagnerons jusqu'à leur indépendance psychique et matérielle. Et croyez-moi, aujourd'hui, il faut avoir une capacité de projection dans l'avenir de plus en plus longue. La parentalité, c'est un processus qui va se développer, qui va se construire avec là où les grossesses, avec là où les naissances des enfants,
avec l'entrée à la crèche ou dans la famille d'une assistante maternelle, avec l'entrée à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, c'est-à-dire tout au long de l'apprentissage de la vie pour le ou les enfants. La parentalité, c'est donc un véritable processus de maturation de la personnalité. On pourrait dire que dans la parenté, on va tomber enceinte, tandis que dans la parentalité, on va devenir enceinte. La parenté, ce serait donc l'inscription des parents dans un registre social, c'est-à-dire au sein d'une communauté humaine, avec des règles, des obligations et des devoirs. La parentalité, c'est un processus dynamique qui va d'abord concerner la future maman et le futur papa, mais aussi tout ce qui deviendra peu à peu l'environnement du bébé et de l'enfant. Cela signifie que toutes celles et tous ceux qui vont intervenir auprès de la famille vont partager, malgré elles, malgré eux, malgré aussi les parents de l'enfant, que tous ces intervenants vont partager la parentalité avec les parents. Alors, accompagner la parentalité, ce sera d'une certaine manière être comme dans une démarche de soins pour la future famille, pour la toute jeune famille. Cela supposera d'être tolérant et à l'écoute auprès de couples particulièrement démunis psychiquement pour des raisons diverses. Déracinement, rupture des liens familiaux, pathologie, handicap, faiblesse des ressources, etc., histoire dramatique. Accompagner la parentalité, ça sera donc transmettre un savoir et un savoir-faire de façon rassurante et non tenter de l'imposer au nom d'une vérité. Accompagner la parentalité, c'est être capable d'apprécier une situation et non de la juger. C'est aussi travailler ensemble et construire du lien afin de se protéger au mieux des projections, des angoisses des uns et des autres, afin de ne pas répéter ou reproduire les absences ou les ruptures de liens ayant conduit à nos interventions auprès des familles. La parenté, ce serait donc un état de fait, alors que la parentalité, ce serait un état sans cesse en mouvement, sans cesse en mutation, et dont le continuum serait le lien. Fini. C'est dur d'être parent et c'est dur aussi d'accompagner la parentalité. C'est pas évident du tout. Question concernant le jeune Robin. Au moment où il ne veut plus aller voir sa mère, rendre visite à sa mère dans les parloirs, qu'est-ce qu'on peut penser de l'attitude de l'administration qui finalement justifie ces non-visites par un éloignement géographique et non pas par la non-envie de Robin de voir sa mère? On en reste pantois. Oui. Qu'est-ce qui gêne la communication? Ça aurait pu changer les choses peut-être après, et chez la mère et chez l'enfant. Mais je pense que comme ça existe encore, les personnes qui ont pris cette initiative pensaient bien faire. Elles pensaient bien faire, si ce n'est qu'elles ne font que reproduire inlassablement ce qui s'est passé dans l'histoire de Robin. Ça reprend ce que dit la mère, finalement. Et elle dit ton père, je ne sais pas qui c'est. Pensez à bien vous présenter donc avant votre... Voilà, enfants parents. Merci d'avoir dit du bien de notre association. J'aurais voulu savoir si dans le cas de Robin, vous pensez que d'avoir été en relation avec son enfant a été mieux, avec sa mère plutôt, a été meilleur que de ne pas avoir du tout de relation, parce qu'au moins il sait qui est sa mère, à 18 mois, il ne savait pas, ou est-ce qu'il aurait été mieux qu'il ne l'avoir pas du tout? Je pense que d'avoir maintenu un temps du lien, ça a été quelque chose qui a permis
à Robin, malgré tout, malgré sa souffrance, de construire du lien intérieur, du lien psychique, pour lui, d'arriver à se construire. Si ce n'est que ces rencontres avaient été très mal préparées et que il aurait fallu l'entendre un petit peu plus tôt. Mais je pense que ça a été utile. Donc, pour la partie des juges, en fait, je suis un petit peu sceptique sur votre façon d'intervenir sur la vie passée des juges, etc., dans leurs décisions. Ma remarque, c'est aussi que les juges ont pour enfants, notamment sur Évreux, c'est leur premier poste. Donc je rebondis plus, en tout cas, sur la formation, voilà, qui pêche aussi. Ce problème de formation est un peu on peut en parler aussi par rapport à l'éducation nationale, hein. Il n'y a pas non plus de psychologie de l'enfant dans la formation des enseignants. Hein. Dominique Beaumont, permanente bibliothèque, le Dôme Amour, qui accueille les jeunes adolescents mères. Et je rejoins ce que dit la dame de l'ASE. On a la chance que le Conseil général de l'Eure, donc les juges, soient très à l'écoute des évaluations qu'on peut faire sur les adolescents. Malheureusement, les tributaires, quand on va dans le Conseil général des élus, de 91, etc., ils n'ont pas du tout les mêmes façons de gérer les problèmes des jeunes mamans. Ça, ce sont des questions de personnes, hein, ce n'est pas des questions que politiques. Ce sont des questions de personnes aussi. C'est vrai que dans le département de l'Eure, il y a eu un gros travail qui a été fait, qui continue à être fait, et qui est fait depuis des années, hein, avec les différents partenaires. On ne sait pas, ça ne fonctionne pas dans l'idéal comme on le souhaiterait toujours, mais il y a une dynamique qui continue. Dans les autres départements, je ne connais pas trop. Mais c'est vrai que ça dépend essentiellement des personnes et puis des politiques vis-à-vis de l'enfance. Frédéric Penon, moi je suis médiateur familial et j'ai trouvé intéressant que vous avez la distinction entre parenté et parentalité, en effet, où dans les questions de parentalité, il y a cette histoire du temps, du processus, de la construction et la nécessité de mettre en lien les intervenants. Moi, ce que je trouve... vous n'entendez pas ? Ce qui est difficile, en effet, c'est de ne pas rentrer dans la répétition à l'insu en tant que professionnel de la relation. C'est-à-dire qu'on peut... c'est-à-dire qu'avec malgré les meilleures intentions, sans savoir et sans le faire exprès, on peut être dupé par les répétitions et la nécessité de la formation. Et puis je pense aussi que les professionnels de la relation sont peu aidés, soit par manque d'analyse pratique ou de supervision, ou justement des situations enfermantes peuvent les entraîner à répéter quelque chose de prévisible, hein, on voit bien dans le cadre romain par exemple, hein, et que ça serait important qu'il y ait plus que les institutions donnent plus de ces temps d'échange, de groupes de parole, de régulation pour ces professionnels de la relation. Je suis d'accord avec vous, hein, d'où l'importance, c'est ce qu'on dit par rapport aussi aux projections des sentiments d'amour, de haine qu'on peut avoir vis-à-vis des parents. Quand un parent maltraite, entre guillemets, son enfant, le transfert qu'on peut avoir avec le parent, il n'est pas tout de suite positif. Généralement, il y a quand même une réaction de rejet qui est humaine. Et c'est faire très attention à ça, justement. Alors, ça suppose, dans des institutions, oui, des analyses de pratique, travailler ensemble, c'est-à-dire dire je suis confronté à telle situation, même s'il n'y a pas d'analyse de pratique. Je suis confronté à telle situation, qu'est-ce que vous en pensez, etc. C'est-à-dire pas en faire un enjeu narcissique, comme dans les écoles, où c'est chacune pour soi ou chacun pour soi, on ne parle pas ensemble, sinon on va être traité d'incompétent. Alors là, c'est être capable de dire il y a des choses qui m'échappent, il faut que j'en parle avec les autres et que les autres
peut-être avec un petit peu plus de distance, perçoivent. Sinon, on se retrouve à répéter, et toutes les institutions le font immanquablement, en particulier les institutions qui accueillent des enfants en internat. Elles se retrouvent à répéter l'histoire familiale et le pourquoi de l'accueil de l'enfant dans leur institution, très souvent, dans un second temps. C'est-à-dire que l'enfant, il va être accueilli parce que, je ne sais pas, un de ses frères a pu être lui sexuellement. Et puis, dans l'institution, comme par hasard, on va l'accueillir en internat, mais dans une chambre où il y a un ado plus grand que lui, parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. C'est-à-dire qu'en n'ayant absolument pas conscience de ce qu'on remet en scène, de ce qui s'est passé dans la famille, et qui a justifié le placement dans l'institution. Alors c'est ça. Et c'est aussi, faire attention aux propos que l'on peut tenir, en particulier pour les familles d'origine étrangère, qui viennent d'autres continents avec des cultures différentes. On a tendance à dire, pour se débarrasser de la patate chaude, oh, c'est une autre culture. Ils font ça parce que c'est leur culture. C'est pas leur culture. C'est pas leur culture qui va provoquer les passages à l'acte ou les dérapages dans la relation. C'est les ruptures qu'il y a pu y avoir. Les ruptures de l'exil, et puis les ruptures que ça entraîne forcément avec la famille d'origine, avec la culture, effectivement, avec les habitudes de vie. Ce sont les ruptures du lien, les ruptures psychiques, et non pas la culture. À la PJ, est-ce que tu n'as pas l'impression que le professionnel de l'éducation, la parentalité est considérée vraiment comme un temps, c'est-à-dire avec une interrogation sur la... Ça marche pas le micro. Assistance sociale à la PJ. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parmi les professionnels de l'éducation, le surparentalité est toujours considéré comme une recette, un mode d'emploi, avec aussi appliquer un mode d'emploi et pas pour une réflexion sur l'insu. Oui, la question que je voulais poser, c'est parce que je vais y arriver. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour les professionnels de l'éducation, oui, la question que je voulais poser, je suis assistant social à la PJJ. Est-ce que vous avez l'impression que pour bon nombre de professionnels de l'éducation ou dans beaucoup d'institutions éducatives, la notion de parentalité est conçue uniquement vraiment comme un mode d'emploi avec des recettes? C'est-à-dire qu'à chaque comportement, chaque réponse. Tel type de comportement, tel type de réponse. Comme s'il y avait une espèce d'automatisme et qui ferait l'impasse sur toute la réflexion au niveau de l'insu, l'interrogation sur l'histoire, l'histoire qui se répète, qui se rejoue. Je suis assez d'accord avec vous. C'est dans toutes les institutions, mais ça a été la façon de travailler depuis longtemps et ça se perpétue encore, malheureusement. C'est toujours plus facile de travailler sans réfléchir, sans penser, avec des recettes, avec un mode d'emploi. Au moins, on ne se pose pas de questions. Mais c'est grâce à ces livres de recettes que toutes les projections peuvent se mettre en place, peuvent circuler les unes avec les autres. Et c'est gravissime pour les enfants, pour les familles que l'on prétend soutenir, accompagner. Et je pense que oui, c'est important toujours, constamment, de s'interroger sur ce que l'on fait. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est important par rapport aux familles dont on s'occupe en tant que travailleur social, mais
puis c'est important au sein des familles aussi, hein, entre les parents. Et entre parents, c'est important de se dire, mais qu'est-ce que je fous avec mon môme? Je lui demande ça, pourquoi? De temps en temps, on se demande. Moi, ça m'arrivait de me demander pourquoi j'envoyais mes enfants à l'école. Pourquoi je les enquiquine avec ça, alors qu'ils préfèrent être sous la couette. Comment l'expliquer? Effectivement, raisonnablement, on peut toujours l'expliquer, mais pourquoi se faire chier dans la vie? Mais cette notion de parentalité que vous défendez, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on peut être très optimiste ou plutôt pessimiste, puisque par expérience, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont orientés vers telle institution, ou du fait d'un comportement, d'une lecture purement du comportement, avec une absence totale sur les raisons de son comportement, ou l'origine de son comportement. Est-ce qu'on a de bonnes raisons d'être optimiste pour les professionnels de l'éducation, ou est-ce qu'il faut craindre un peu le contexte actuel et ce qui se passe bien souvent en ce qui concerne les enfants et les adolescents? Le contexte actuel, il n'est pas nouveau. Hein, le contexte actuel, il est plutôt un peu plus favorable aux enfants qu'il ne l'a été, ne serait-ce qu'une cinquantaine d'années. Moi, j'ai tendance à être optimiste. C'est un tort. Moi, j'espère que ça va durer encore quelques années. Après, peut-être qu'à 80 ans, je commencerai à être pessimiste. Généralement, c'est ce qu'on retrouve. Freud, il a écrit à la fin de ses jours L'avenir d'une illusion. Lacan a dit qu'il n'y avait eu aucun progrès de l'éthique dans l'humanité, qu'il y a eu du progrès technologique, mais pas éthique du tout, qu'on est toujours au même point. C'est vrai. C'est vrai que les jours où on est déprimé en tant que travailleur social, c'est ce qu'on se dit. On se dit, mais à quoi bon? On a envie de faire autre chose, mais on ne sait pas faire autre chose. Je pense qu'il faut être optimiste, que effectivement, la parentalité, c'est un processus très complexe. Ça n'est pas la parenté. Donner des réponses toutes faites, ça fait partie de la parenté. C'est ce qu'on appelle l'éducation, éduquer les enfants. Il faut faire comme si, il faut qu'ils aient des chaussons. Pourquoi des chaussons? Parce que c'est pour leur montrer la différence entre l'intérieur et l'extérieur, etc. Puis après, c'est trimballe pieds nus, et on est vachement mieux pieds nus. Et on le sait, quand on revient de la plage, tout l'été, on a du mal à remettre des chaussures. C'est contraignant. La parentalité, je le répète, c'est quelque chose de très très vaste. Ça suppose effectivement de réfléchir et pas simplement d'appliquer. On peut aussi, dans le processus de parentalité, appliquer des recettes, par exemple de bienveillance. Mais, je vous dis, c'est autre chose. C'est aussi tenir compte de sa propre personne, de nos propres réactions, de nos affects. Pas tout mélanger. C'est être bienveillant, mais pas s'identifier à une personne que l'on est censé accompagner. Je vous propose donc de faire une pause pour pouvoir vous rafraîchir. On va essayer d'aérer la salle pour avoir un petit peu moins chaud dans la seconde partie de la matinée. Donc vous êtes tous très nombreux, donc il y a café, jus de fruits donc au fond de la salle, n'hésitez pas à vous resservir. Et puis, par contre, je vous demanderai en fait qu'on se retrouve vraiment placé à 11h05 voilà, dans la salle. Merci la censure, merci de votre attention.